Amis du soir, bonsoir, bienvenue dans Fréquence Cartouche, votre émission LSD, le sens du devoir du TV Liberté. Alors chers amis, au fil de nos 30 ou 40 ou 50 émissions qu'on a faites, on a reçu des ministres, des grands profs, des universitaires, on s'est embourgeoisé, mais ce soir, on va vous prouver qu'on reste avant tout et pour toujours des punks à chiens. On va vous prouver qu'on continue à faire l'émission de tous ceux qui sortent de Sainte-Anne, des cyniques, des abusés et des rêveurs fous, des terroristes technophobes et des clochards célestes, de tous ceux qui, bien qu'étant dans ce monde, ne sont sûrement pas de ce monde, des enfants tristes et des désaxés qui errent dans les forêts, de ceux qui discutent avec des clodos ou des bonnes sœurs, des anarchistes lyriques, des bandits d'honneurs et des gueux révoltés, de tous les losers de la planète, de ceux qui attendent gaiement l'apocalypse, et de tous ceux qui ont décidé de se dire un matin que s'ils ne changeraient sûrement pas le monde, en tout cas, le monde ne les changera pas. Et pour cette belle émission, on reçoit ce soir un cœur rebelle, un freaks, un druide, Jean-Paul Bourg, bonsoir. Freaks, je veux bien, mais ça remonte à loin. Bon, bonsoir, ton prénom c'est... Simon, bonsoir. On peut le dire, d'accord. On peut m'appeler comme vous voulez. Hein. Ok, bonsoir Simon, merci à vous ce soir. Formidable. Alors, nos chroniqueurs de soir, Vanessa, bonsoir. Bonsoir. Tu es un peu la Paris Hilton de TV Liberté. Exact. Tout à fait. Ou Françoise Dior. Ah merci, Vanessa n'a pas de micro. Alors, Antoine Benasseraf. Bonsoir. Le chaman de Sciences Po. Je précise que c'est mon nom véritable. Voilà. Je n'ai pas froid aux yeux. Il y aura des problèmes avec la justice après cette émission. Enlève ta cagoule. Hein. Jeanne. Bonsoir. Alors Jeanne, tu diriges l'Uni à Sciences Po. Alors concrètement, Non, on n'a pas bien vu ton projet dans cette émission. Est-ce que tu fous là? Je ne Mais on est dirige très plus content que tu sois là. l'Uni à Sciences Po. Voilà, mais tu étais dans ces Ce mouvances-là. n'est plus d'actualité, mais oui, bien sûr. D'accord. Tu nous expliqueras tes liens avec le satanisme plus tard. Et enfin, Karl. Bonsoir Simon. Bonsoir Karl, tu as failli ne pas être là parce que la police a failli t'embarquer une minute avant l'émission, mais tu es là. Et tu es entrepreneur et tu as un club qui s'appelle l'Alliance et on est très content que tu sois là ce soir. Mais moi aussi Simon, je suis extrêmement content d'être là. J'espère que cela s'entend. Tout à fait, ça s'entend. Parfait. Alors, on va repartir, on va parler des cœurs rebelles, des blousons noirs, de toutes les diverses expériences de marche que vous avez pu relater dans plein d'ouvrages, comme notamment Guerrier du rêve. Mais on va commencer, pour essayer d'appâter les quelques maigres auditeurs qui viendraient nous écouter, par un truc un peu accrocheur. Et donc, commençons par ce qui est associé tout d'abord à Jean-Paul Bourg, c'est-à-dire le satanisme. Ah ouais, j'adore. Excellent. Ça commence bien. Le mot est bidon, ça veut rien dire du tout. Ouais. Hein, on va pas rentrer dans les... Le satanisme est né avec l'Église. C'est l'antichristianisme, hein, quelque part. Non, jamais j'ai prononcé ce mot-là. Il vaut mieux dire le luciférisme, non? Moi, j'appelais ça, ça remonte à loin, Pas en nazisme, 1980, j'appelais ça, les pratiques à l'époque, la messe rouge, Mhm. c'est-à-dire rouge parce que le sang est utilisé, comme le faisaient les anciens clans jadis, l'utilisation du sang, bien avant le christianisme, évidemment. Donc, c'était rien à voir avec le satanisme. Satan, c'est l'adversaire de Dieu. Sans le Dieu monothéiste, il n'y a pas Satan, il n'existe pas. Il est créé avec le monothéisme, Satan. Maintenant, dans les rites dont je parlais, les messes rouges, tu fais référence un peu à ça, je veux dire, c'était la transgression par rapport au judéo-christianisme et le retour à des pratiques ancestrales, tribales, où l'utilisation du sang était nécessaire. Mais moi, je te parle de 1980, ça remonte à loin pour moi tout ça. Ah oui, mais vous aviez fait la couve de Paris Match avec Oui. ces... Alors, quelle différence entre les messes noires et les messes rouges? Bah attends, la messe noire, c'est pour les bobos en satanisés, Ah oui. partouzeurs, etc., ou déviés sexuels, etc., tout ce que tu veux. C'est la poubelle, ça. Ouais. La messe rouge, c'est le mot que j'ai utilisé, hein, mais c'est un rite qui se fait sur un lieu particulier. Bon, ça peut être, à l'époque, c'était une tombe templière. Janco était venu filmer pour il a fait un papier dans Match à l'époque. Et le but pour moi, pendant cette expérience-là, c'était d'entrer, comme le faisaient les anciens, en transe. C'est-à-dire, non pas comme au théâtre, faire un monologue répétitif, invocation lue dans de vieux parchemins, je m'en foutais. C'était d'un seul coup, tout descendait. Et quand tu es coiffé, bah, tout se sort de toi. Et c'est pour ça que Janco avait fait un papier dont le final de son article était superbe, en disant qu'il avait été bouleversé parce que l'émotion était passée entre lui et nous, pour Match à l'époque, je veux dire. Ouais, parce qu'au début, il voulait se moquer un peu de votre truc. Si tu as lu entièrement l'article, oui. Ouais, j'ai lu. Oui. Puis à la fin, il dit d'un seul coup, j'ai vu la beauté violée par la folie, etc. Bon, son article est super après.
parce que j'avais cette facilité. Bon, il y avait quelques substances aussi, comme la belladone à l'époque, qui servait d'atourage, je veux dire. Bon, c'est vieux tout ça, tu vois, Simon. À quoi ça sert la médadone? Belladone, c'est ce qu'utilisaient les sorciers au Moyen-Âge. Ouais. Datura aussi, ce sont des plantes européennes, mais Ouais. on le trouve aussi en Asie, hallucinatoires donc. Hein. Donc il est évident que lorsque tu rentres dans cet état-là et que tu as une cible qui est l'invocation aux grands ancêtres, peu importe ta démarche à ce moment-là, eh bien tu es coiffé par... C'était mieux, il y avait le sacrifice d'un animal. Allez, on va dire ça 2 secondes. Oui. Moi, je ne peux pas tuer un animal de mes mains, c'est pas possible. Donc, comme je le faisais pour ce rite, contre ma propre volonté personnelle, on va dire, émotionnelle, de petit homme pris dans l'humanisme, etc., faire l'acte de tuer en même temps, je prends une putain de décharge qui me monte en l'air, obligatoire, puisque je vais au bout de l'acte, qui me monte en l'air, alors qu'un paysan va enlever l'œil d'un lapin pour le faire alciver, froidement, comme ça, pas de problème, ou tuer une poule, ou peu importe. Le paysan le fera, j'ai des ancêtres paysans, donc, sans aucune émotion, c'est une pratique. Moi, non. C'était contre ma culture, c'est comme m'avait enseigné, cette transgression. De là, ça a ajouté au fait que c'était l'état de transe que je recherchais. Jeanne? Au final, vous êtes plutôt messe rouge ou romantisme noir? Les deux. Le romantisme noir, c'était... comment dire, c'est tout. On peut commencer avec Byron, avec toute cette époque des décadents aussi ensuite. C'est cette fascination pour... on va dire c'est la ténèbre éclairée quelque part. C'est la recherche de... C'est se confronter aussi à sa propre mort. Et puis il y avait... s'habiller en noir, par exemple, porter des bottes, comme à l'époque, pendant des années. C'était aussi affiché... Ça a duré quelques années seulement, ça, dont on parle. Hein. Oui, la mystique des Seigneurs de la Nuit, vous aviez fait des c'était articles. 80-83, quoi, Ouais. pas plus, le temps. Hein. Oui. Donc, j'ai fait un livre Messe rouge romantisme noir à l'époque, donc, et puis d'autres bouquins sur le vampirisme. Pourquoi c'était une quête un peu de l'aristocratie des ténèbres, j'appelais ça, c'est-à-dire ceux qui pactisaient avec des entités qui étaient à la fois ni bien ni mal, qui étaient par-delà les notions de bien et de mal. Pour ça que dans les messes noires, on te dit c'est un diable, c'est un démon, attention, lui il est protecteur, pas dans les rites anciens. Il peut être dangereux, tu vas t'en faire un allié, c'est un peu ça la logique. Il n'y a pas de mal ni de bien. Il peut être dangereux, donc on va dire mal pour certains, mais tu peux t'en faire un allié, si tu sais dépasser ta peur. Mais bon, on parle d'une chose, c'est plus dans ma tête ça. Hein. Ah oui, ça a été oublié Je depuis suis très essayé très de longtemps retrouver aujourd'hui. le fil, là, tu vois, mais... Ouais. Tu as voulu déboucher là-dessus pour faire pour frapper un peu fort au départ. Ouais, Ouais. il y avait aussi un côté sexuel parce qu'il y avait beaucoup de nanas qui vous contactaient en demandant que vous les incisiez, que vous les étrangliez, que... Oui, non, alors les courriers, n'en parlons même pas, c'est du délire. Non, moi, c'était mieux, moi j'étais avec un groupe de personnes que je connaissais bien, donc, hein. On était au feeling. Puisque à Nucourt, Janco parle d'une personne, une jeune nana qui était à ce moment-là, qui tombe dans les vapes, tu vois, pendant le rite. Oui. Qui part en vrille, quoi, tu vois. Bon, il y a un climat, c'était une atmosphère et un climat dans lequel tu es immergé, pas comme au théâtre ou dans les rites francs-maçons, où tu es allongé avec un drap noir, ça y est, tu es initié, tu peux te relever, tu n'as rien fait, tu n'as rien vécu, tu n'as aucune blessure intérieure, aucun drame à l'intérieur de toi-même, tu n'as rien combattu au fond de toi-même, c'est fait, tu es initié. Non, l'initiation, enfin... Moi, je parle de choses anciennes, hein. C'est pas mon truc aujourd'hui. Ouais. Ou plutôt, ça rejoindrait, si t'as mieux, aujourd'hui, quelque part, ce que pratiquaient jadis les clans dans nos terroirs, avant le christianisme, celtique ou pré-celtique. On peut remonter à plus loin, comme ça. Le chamanisme. Bien Chamanisme sûr. européen, je dis bien. Parce qu'on parle de chamanisme pour les Amérindiens, pour les Sibériens, mais nous, on n'a rien ici. Il n'y avait jamais rien. Il faut arrêter les conneries. Il y a eu ici, dans les villages, ce qu'on appelle village, les communautés paysannes, fermée sur elle-même. Moi, j'ai connu ça enfant dans les campagnes, je suis de souche paysanne. Donc, le village, c'est un clan à l'origine. C'est un clan. Et ce clan, puisque pour lui, à 30 km, c'est l'étranger. À 30 bornes de chez lui, c'est l'étranger. Donc, tous ces clans qui peuplaient ce qu'on appelle la France maintenant, ça ne s'appelait pas la France, jadis. Ça débordait sur la Belgique, la Suisse, etc. Tu vois toute la carte des communautés pré-celtiques. Et je suis né sur une source celtique, à Roya. Il y a des sources thermales à Roya. Je suis né le 17 novembre, le jour où ont commencé les Gilets jaunes. Même jour, la date de naissance. Tout, c'est une boucle, c'est cyclique. C'est étonnant. On retombe Et sur je les suis né Gilets sur jaunes. une source celtique, avec des cauchemars la nuit quand j'étais enfant. Plus tard, j'ai su que dans cette source, des ex-voto avaient été offertes à la divinité des lieux, dont je ne connais pas le nom. Donc tout ça m'a marqué profondément depuis l'enfance. Hein. Ouais. Mais ce qui est incroyable, c'est que finalement, tout ce côté, presque ce retour de l'archaïque et ce côté vampirisme, etc., ça rejoint en même temps le rock,
et ça rejoint d'un certain côté l'affaire Charles Manson où c'était un peu la même chose. Mais bien sûr. Disons que moi, je pense même en France avoir été un des premiers en France à dépoussiérer ce qu'on a appelé, maintenant j'ai horreur de ce mot, l'ésotérisme, et ce que faisaient des gens en Californie à l'époque. Amener le rock'n'roll, Black Sabbath et des groupes comme ça à l'époque, qui étaient assez proches de cette mystique-là. Le rock'n'roll, pourquoi ? Parce que même à l'époque, Blues en Noir dont on parle, 60, 61, 62, 63, après on n'en parle plus. Tu vois. Donc il y avait 15 ans, 16, 17. À cette époque, c'était formé des gangs, des clans, avec des rites totémiques pour entrer dans la bande. Par exemple, piquer le képi d'un flic, mon pote Moustique à la Bastille, ils avaient piqué un garde police, tu vois. Bon, il y avait des rites totémiques comme ça, totémiques modernes, urbains, pour entrer dans le groupe, des alliances de sang, frères de sang, c'est-à-dire on se coupait les tatouages, tu vois. Bon, moi j'ai 15 ans à l'époque. Vous avez encore des tatouages De cette époque, ouais, James Dean. Mais j'avais 15 ans. Ah oui. T'imagines ton père à cette époque. Qui était tatoué à cette époque ? Les marins, les taulards, les mecs qui faisaient l'armée. Pas un mec de 15 ans. En 60-61. Le jour où mon père voit ça comme ça, qui dépassait, je pensais que j'étais sorti dans un bal la nuit, tu sais, on mettait un tampon pour sortir du bal. Quoi, t'es sorti cette nuit, fais ça. Canard. Allez, salle de bain, Pierre Ponce. Rien peu du tout, le Pierre Ponce, ok, ça arrache la peau, mais ils sont toujours là. Donc ça, c'est des années... Et ça me fait des conneries, une étoile avec nez sous l'étoile du malheur. Ça, c'est une espèce de romantisme de la mort, James Dean. Vivre vite, C'est un mourir peu la- jeune la et faire un beau fugue. cadavre. Ouais, C'est un peu la fureur de vivre, quoi. c'était le film Fureur emblématique de à l'époque, bien sûr. Moi, James Dean, c'était waouh. J'ai Ouais. fait une fugue pour aller sur sa tombe. Pour moi, c'est un espèce de grand frère fraternel, surnaturel, au-delà même. Plus que mes potes qui étaient branchés rock, James Dean était important, mais pas comme il était pour moi. Jusqu'aux larmes, parfois. M'arriver bourré, de partir avec un cadre de James Dean sous le bras, faire le mur, parce qu'il y a des emmerdes familiales. Et puis sous le porche de l'église où j'ai fait ma première communion, époque rock à ce moment-là, dialoguer avec le cadre. J'avais un rapport émotionnel, fraternel, tu vois. J'avais un hôtel chez moi, dédié à James Dean, avec le cadre, des bougies et un rasoir couteau. Le 30 septembre, quand il est mort, tous les 30 septembre, j'ai fait ça 2 ou 3 fois. Bon, je mettais la musique de ses films sur le dépase. Les bougies étaient encore vivants. 6h moins le quart, il se tue, le 30 septembre, avec sa Spider, sa Porsche, numéro 130. Je souffle les bougies, donc il est mort. Je prends le rasoir couteau, je m'entaille, puis je marquais Jimmy au sang, au-dessus de mon pieu. Là où ma grand-mère disait « Tu devrais mettre le Christ plutôt » à l'époque. Tu vois, c'était une petite bonne femme chrétienne. Donc c'était vraiment... Et là, il n'y avait pas mes potes qui regardaient. Je faisais ça, c'est entre moi et lui. Il n'y avait personne qui... C'était pas du cinoche pour quelqu'un d'autre. J'en parle maintenant, mais à l'époque, il n'y avait personne qui regardait ce que je faisais. C'était de là, pour dire l'importance qu'il a eu pour moi, ce mec, à travers surtout 2 films, Géant et Fureur de Vivre et Alès d'Éden, moins Géant. Ouais, mais d'ailleurs, quand des années après, Nico, il faut savoir, l'immense icône rock qui est mort d'une overdose, est venu vous voir pour ressusciter Jim Morrison. Elle est venue, j'habitais rue Saint-Denis à l'époque, chez un pote, à côté du café des Deux Sols, ça n'existe plus, c'est un café qui a disparu. Et, donc elle est venue un soir avec un mec qui bossait pour Paris 7, qui n'existe plus non plus. Il n'est pas resté très longtemps. Elle avait lu mon bouquin sur les rites anciens, etc. Bon. Son propos, on a passé toute une soirée, toute une nuit, jusqu'au matin ensemble avec Nico. T'es complètement camé d'ailleurs. Écoute, elle est arrivée, le mec qui vivait avec moi, avec sa copine, pensait que c'était le mannequin de Chelsea Girl qu'on voit sur les affiches, tu sais, blonde, hyper belle. Attends, t'ouvres la porte. Elle était d'abord des doigts bouffis avec des bagues qui tenaient à peine, qui avaient du mal, là, tu vois. Une ambiance grise. Même les vêtements et la physionomie. Grise, tu vois. À peine rentrée, elle va se faire un fixe dans la salle de bain. Elle dit « Excuse-moi, il n'y a pas pour tout le monde. » Comme si tout le monde se figuait, n'importe quoi. Tu vois. Puis elle est revenue, on a parlé longuement. Donc son but, c'était d'aller au Père-Lachaise avec moi, faire une opération sur la tombe de Jim Morrison. Ça, c'est Nico. Elle avait une amie à elle, on va le dire, mais parce que c'est vrai, qui rêvait, m'a-t-elle dit, donc, de prendre les ossements de Jim Morrison et de les fumer avec la marijuana, tu vois, pour rentrer en contact. Mais elle disait pas « il est mort », elle disait « elle disait, je me rappelle, je pense que Jim est derrière tout ça, parce qu'elle parlait très bien le français, Nico, et qu'il est d'accord. Elle parlait de lui au présent, ce qui était assez étonnant. Donc, c'est une soirée où elle a joué du piano, il y avait un piano chez mon pote. C'était superbe pour moi, qui avait, dans les années 70, pour moi, c'était la star inaccessible, tu vois. Puis, en années 80, 82, 83, je sais plus, elle vient chez moi, pour moi, c'était important. Mais elle est morte peu après, non? Elle est morte à Ibiza. Je devais la revoir à Manchester. Elle a fait un dernier album. Elle est morte à Ibiza, elle prenait trop de dope, évidemment, quoi. Parce que quand on lit votre autobiographie, après on va revenir un peu dans l'ordre, sur votre jeunesse et tout, il y a un truc qui est très étonnant, c'est on dit comment Jean-Paul Bourg est toujours vivant.
Comment depuis 70 ans, comment il est là après tout ce Non, qu'il tout a? simplement parce que tout ce qui peut tuer... Bon, j'ai eu un accident de bagnole où ma soeur et ma mère sont mortes. Ouais. Ok, il y a eu 164, ça. Mais en dehors de ce drame, je veux dire, tout ce qui a été dans les années 70, l'utilisation d'hallucinogènes, pour moi en tout cas, pour certains, c'était une mode chamanique, je veux dire, avec une recherche à l'intérieur de soi, une connexion. Moi, j'ai arrêté très vite. Ouais. Dès que j'ai vu que les amphétamines, toutes ces conneries-là, quand t'entends ton cœur qui bat dans les oreilles, t'as plus envie de prendre du Maxiton ou des conneries comme ça, ou du Coridrane, c'était en vente libre à l'époque, le Coridrane. Donc amphétamines, hallucinogènes, tout ça, moi, je stoppe la Mais cam. vous avez fait une désintox d'héroïne Il y a à l'hôpital longtemps. quand même, ouais. Un an. Attends, Ouais. héroïne, que je prenais en snip. Jamais Ouais. de piqûre. Ah Non, oui, d'accord. non, Ouais. jamais de la vie. Donc j'ai eu un an d'héroïne avec des potes, parce que c'était le milieu à Marseille. J'étais à Marseille, c'était la French Connection à l'époque. On achetait ça au panier. Il n'y a pas de la poudre rose chinoise, c'était de la blanche, comme on disait. tu vois. Ah oui, mais votre livre, c'est une encyclopédie des drogues presque. Chaque seulement. époque a ses drogues un peu. Non, pas seulement, mais il y a ça aussi. Mais oui, mais j'ai arrêté très tôt tout ça. Ouais. Par contre, j'ai fumé de l'herbe pendant longtemps. J'ai arrêté de fumer, je viens de te le dire tout à l'heure en antenne, Ah il y a d'accord. 20 jours. Ah oui, donc Voilà. c'est tout nouveau. Les clopes, ça fait un moment que je fume plus de clopes. Ouais. Non, mais l'herbe, ça me décalait mentalement, ça me mettait à l'ouest. Je ne pouvais plus bosser réellement sur mon ordi. Plutôt que travailler sur un bouquin, j'allais voir des séries, des films, non-stop au petit matin. Ah, ça va, tu vois, ça bruitire, non. Ah Et ouais. plus d'alcool non plus. Alors là, moi, l'alcool, je suis borderline avec l'alcool. J'ai tout compris, là, tu vois. Oui. Ça va, les flics qui arrivent, la cellule de dégrisement, les emmerdes dans les bars, les délires dans la rue, mais n'importe quoi. Non, ça, j'ai arrêté très tôt. Ah ouais, mais vous avez eu des trucs, vous avez un de vos meilleurs copains qui était tellement héroïnomane qui s'est suicidé en se piquant dans l'œil. Ouais, ça je l'ai su quand j'ai appelé sa famille, parce qu'il était à Marseille, à la Massiata il s'appelait. Il a fermé sa porte à clé, Ouais. je ne sais pas si c'est l'œil ou la veine à côté, hein. Ouais. J'ai pas, c'est pas le détail. Et c'est un mec qui était infirmier à l'hôpital à la Timone, à Marseille, sur la fin de sa vie, mais il est mort jeune quelque part. Ouais. Qui a fait de la prison à Chiang Mai, en Thaïlande, à l'époque où on faisait la route. Et qui était un mec superbe. Je parle des poèmes qu'il écrivait, de la littérature. Il a publié simplement 2 ou 3 poèmes dans ce qu'on appelait l'International Hallucinex à l'époque, aux éditions du Soleil Noir, publié par un éditeur qui est mort maintenant, François Didiot. Donc on écrivait des poèmes ensemble, mais aux en fait, ça veut dire qu'une machine à écrire non-stop à 2, des kilomètres de pages non-stop toute la nuit. Même le monastère, quand j'ai fait une retraite monastique, c'est lui qui est venu 4 mois après. Moi, je suis venu faire ma retraite en tant que chrétien fervent, méditant sur le Christ. Et à la fin, il faut toujours que je scie la branche sur laquelle je suis assis. Je l'ai invité au monastère. Il a des guétubes d'en fait. C'était parti pour la déconnade. Et on s'est fait virer du monastère. Mais je suis quand même resté 4 mois chez les trappistes. Ah oui. Ouais, c'est qu'à la fin qu'il y a eu le problème. Quoi. Ouais. Ouais, bon, c'est en 69. Fin 68 et hiver 69. Début 69. Quoi. Ah oui, mais donc tout ça c'est fini maintenant, c'est au fur et à mesure des années finalement. Est-ce que chaque drogue a correspondu un peu à une époque? C'est pas Genre des les modes. années 2000, ça serait le Stinox ou les somnifères, non? Un peu. Ouais, j'en parle de ça. Ouais. Oui, vous voyez, j'ai bien lu. Non, mais si tu veux savoir, je prends des antidépresseurs depuis 6 mois à peu près. Un antidépresseur, pas des. Oui. Et 1 par jour, pas 50, tu vois. Zoloft, ça s'appelle. On dirait là, quand je prononce ce mot, Zoloft, tu Ah vois, oui, du Zoloft. Oui. ouais, mais ça fait un peu officier russe, tu vois, la vieille Russie, oui. Zoloft. J'aime bien ce nom, Zoloft. Tiens, tu prends mon Zoloft. Je suis C'est connecté pour ça avec que vous l'ancienne prenez Russie, du tu vois. Zoloft. C'est pour le nom. Non, parce que la déprime, elle vient avec l'âge, avec le temps qui court. Si t'es mieux, si tu meurs jeune, c'est pas un problème. Ouais. Si t'es foudroyé par en plein mythe, on va dire, si tu cherches ça, la légende en quelque sorte, Fort Alamo, ou Cameron, peu importe. Ça a toujours été mon rêve depuis que je suis môme, ça, vraiment. Et je l'ai raté à chaque fois. Et depuis pas mal de temps, j'attendais le moment où tout bascule. Et je me suis dit, pauvre con, tu vas crever avant, tu verras rien, que voilà, à l'âge que t'as. Je vois arriver les gilets jaunes, je dis merde. Alors là, je fonce, j'y vais. Non pas pour des raisons extrêmement... J'ai rien à proposer. Au contraire, ce que je propose, moi, c'est insurrection, c'est tout. Voilà, on fait basculer le truc, quoi. Attends, j'ai un rêve depuis longtemps. Sur ma page, je ne sais pas si tu as vu, il y a marqué en attendant l'apocalypse. Ouais. Et ça, c'est depuis des années que j'ai sur ma page, tu vois. Ben, l'apocalypse, j'ai dit, je ne la verrai jamais. Apocalypse, je veux dire. Changement de société, basculement de la société. Peut-être qu'on va... Il va basculer, tout compte fait. Tout simplement, c'est une façon aussi individuelle de vivre. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours voulu faire coïncider l'action et la pensée. C'est difficile. Où tu écris et tu es déconnecté de l'action, ou tu es dans l'action et tu es déconnecté de la réflexion. C'est-à-dire, et puis vivre ta vie comme
comment dire, vivre des zéniths, Ouais. des épiphanies quelque part dans l'acte, tu vois, des moments où tu es au-dessus. Mais c'est pas tout le temps. La déprime, c'est le trou. Tu cherches une action à faire quoi? Tu vas quand même pas descendre dans la rue, tirer sur les gens, non? Tu vas pas non plus jeter du 10e étage, dis n'importe quoi, tu vois, pour basculer, pour que ce soit radical dans ton comportement. Donc, et puis j'ai des enfants, je veux pas non plus que dans la presse un jour mon nom apparaisse dans un fait divers énorme, tu vois. Non, jamais de la vie. Donc, même quand on parle de la Sologne, du Grand Monde, c'est pareil, c'est rechercher un moment privilégié, particulier, mystérieux, secret, auquel on a tous droit. Tu dois ouvrir une porte et tu changes de monde, tu passes ailleurs. Mais vous avez suivi ce que disait, vous citiez Jim Morrison pendant le soulèvement de Berkeley en Californie, où il disait « Je m'intéresse à tout ce qui traite de la révolte, du désordre, du chaos, et surtout aux activités qui semblent n'avoir aucun sens. Le monde que nous suggérons est le nouvel Ouest sauvage. » Ouais, c'est parce ça. que quand tu prends le film La Fureur de vivre avec James Dean, c'est quoi le titre en anglais? Je parle pas, je suis très très mauvais. En français, traduction, c'est Rebelle sans cause. Ouais, Hein, oui, tout à fait, c'est ça ce les que tu dis. besoins. Ça rejoint ce que tu dis. Rebelle sans cause, ou alors tu peux choisir une cause, mais la cause c'est une carotte. Pour faire avancer, et tant mieux, on peut choisir des causes, bien sûr. Mais rien n'adviendra de rien. Rien sera réglé aujourd'hui dans le système dans lequel on vit. C'est à nous, de façon individuelle ou en groupe, je veux dire, on a droit, bordel, à la légende, comme les anciens l'avaient. On parle des légendes pour le passé, d'accord? Mais au présent, ça n'existerait plus. C'est pour les ans. Quand on dit légende, c'est loin derrière. Hein. Pourquoi au présent, ça ne peut pas exister? Ça ne veut pas dire se tailler une légende soi-même, le problème. C'est-à-dire, moi, j'ai toujours voulu vivre comme dans les bouquins et les films quand j'étais ado, ou pré-ado, quand je jouais à des jeux d'aventure. Vivre réellement ça. De là, départ au Liban pour soutenir les chrétiens. Oui, mais pas seulement, parce que c'est une guerre. En Croatie, pareil. Pourquoi les Croates plus que les Serbes, tu vois? Parce que c'est des Croates qui m'emmènent, c'est pour ça. Vous auriez pu être militaire pour le côté Fort Alamo, d'ailleurs. Alors, à l'armée, oui, ben, mon grand regret, ce qui va pas paraître étonnant, c'est de ne pas avoir fait Saint-Cyr, tu vois. Oui. C'est l'opposé de ce que je suis, quelque part. Mais c'est un grand regret. Parce que moi, c'est encore... à l'armée, quand je suis parti à l'armée en Allemagne en 66... Quand je suis arrivé à l'armée, pour moi, c'était les Canons de Navarone, c'était les films de guerre des années 50, alors que je venais du milieu beatnik. On faisait la route, sac à dos. Mais à l'armée, je me suis vraiment mis dedans à fond, c'est-à-dire comme dans un film. Mais après, les ordres à la con, récurer les chiottes à la lame de rasoir, 5 heures du matin, le crassage des poumons et tout. Donc, j'ai foutu le bordel à la fête aux armées, en lisant un poème, alors j'ai bu pas mal, hein, devant les officiers, en les montrant du doigt, un poème antimilitariste, on va dire, en 66 déjà. Donc, j'ai fait des poubelles pendant 3 semaines avec le nez de combat et la pelle pour les poubelles de la base. Puis muté à Colombéchard, au Sahara. Bon. Et après, j'ai pris des trucs là-bas, tu vois. Ça s'appelle New Bahrain. Bon, ça n'existe plus. Qu'est-ce que c'est le New Bahrain? Tu connais, toi? Non. Ah bon. Tu connais, Karl? Non. Non. Alors moi, je veux savoir. Tu veux savoir ce que c'est le New Bahrain? Je suis passionnée par les psychotropes et les changes de substances et je veux savoir. Alors, le New Bahrain, c'est pas comme les en fait, c'est différent. Imagine que tu es pris du New Bahrain, pas comprimer plusieurs. Tu vas marcher dans les... Je me rappelle très bien, les couloirs du métro, par exemple. C'est t'engages à gauche, t'engages à droite, tu vois. Boum, d'une épaule à l'autre, je veux dire. T'es complètement... C'est une ivresse en même temps. Et j'étais monté sur une caisse pas très haute, au Sahara, c'était en plein soleil, en plus, ça cognait. Les mecs des chambrés étaient à leur fenêtre, tu vois, pour le spectacle. Et j'ai fait un délire sur le bouddhisme zen, et je suis tombé. Boum, je suis tombé, hôpital, et on m'a dit, vous voulez être réformé, c'est pour ça que vous avez pris ça. Je dis, pas du tout, je veux pas être réformé du tout, tu vois. Le mec a dit, bon, ça va. Hôpital Lavéran à Marseille, et j'ai fait 4 mois de psychiatrie, pour rien, quoi, pour rien. Mais d'ailleurs, beaucoup de soldats se défonçaient au Captagon, tout ça, on dit, même les djihadistes. Ouais, mais en 66, je suis pas sûr. Ouais. Dans ma chambrée, à l'armée, en Allemagne et après au Sahara, à Colombéchard, à part l'alcool, je buvais pas mal aussi. Je connaissais pas de mecs qui touchaient à ça. Non, j'en connaissais même pas, pour dire la vérité. Captagon, peut-être sur les champs de guerre, les champs de bataille. Ouais, ok, d'accord, pour booster les mecs. Comme au Vietnam, tu avais une poche pour les sédatifs, ce qui permettait de neutraliser, calmer l'angoisse. Puis une poche pour le speed, parce qu'il fallait te réveiller tout le temps, tu pouvais t'arriver dans la jungle, n'importe où. Donc quand tu fonctionnes avec ces 2 trucs-là, les djihadistes qui revenaient, c'était la cervelle cramée, certains, pas tous, mais beaucoup, quoi. Ah oui, j'avais vu, je sais pas si vous le connaissez, Yann Morvan, le photographe de guerre. Ouais, et il nous avait raconté ça, oui, parce que lui, il a été sur tout le champ de bataille et que tous les mecs étaient défoncés, quoi. Bien sûr. Enfin, vous étiez mieux fait pour être trader, c'est carrément un peu ce truc de l'extrême, ce soldat de l'extrême dans des opérations c'est ça, moi j'aime bien. Suicide. J'aime bien la radicalité, c'est-à-dire...
On va prendre ce mot d'une façon un peu négative, certains, mais j'y tiens, ce mot. La radicalité, c'est-à-dire être sur la frange, même franchir le borderline, ça veut dire ça aussi. Franchir la limite qu'on impose et qu'on ne doit pas aller au-delà. C'est interdit. Au nom de quoi? Il y a des lois, d'accord, je veux bien. Moi, en tant qu'homme libre sur la planète, d'homme libre, je veux dire, je me permets. Je me souviens d'un dialogue, j'en parle dans Il était une fois dans l'Ouest, entre l'homme à l'harmonica, je ne sais pas si vous avez vu le western, et Henri Fonda. L'homme à l'harmonica lui parle d'un certain Morton qui place des biens, qui est un homme d'affaires, etc. Et il lui dit à Henri Fonda, alors qu'ils vont se battre en duel à la fin, tous les deux s'entretuer, il dit à Fonda, mais tu appartiens pas, tu n'es pas un homme d'affaires, toi. Il dit non, un homme tout simplement. Et Bronson, qui fait l'homme à l'harmonica, répond, un homme, il lui fait, c'est une race très ancienne. Et d'autres Morton viendront pour l'éteindre, tu vois. Bon, c'est dans un western, tout simplement. Ben, c'est l'homme libre, quelque part. Est-ce que ce que vous détestez le plus, ce serait l'esprit bourgeois, quoi? Oui, non, pas l'esprit, oui, voilà. Ouais. Pas bourgeoisie en soi, je ne me dérange Oui. pas, même l'autre côté. Non, l'esprit, oui, bien sûr, où tu peux rien dire, où à table, on te dit... bon, attention, on t'invite, mais tu fais attention à ce que tu dis. Je dis ouais, bah non, pourquoi? Je fais attention à ce que je dis, au nom de quoi, tu vois? Ou la bienséance, bon, je me souviens de dîners dans certains milieux, bon, où tu as des tas de couverts comme ça, tu vois. Il fallait que je regarde mon voisin, quel est le premier couvert qu'il prenait pour faire la même chose, tu vois. Non, moi j'aime bien être un côté un peu paysan et celte en même temps. En dehors des conventions. Ouais, croquer dans la barbaque, quoi. Coupeur de bourse. Hein? Coupeur de bourse. Ouais, mais c'est des trucs qui m'ont hanté tout le temps. Et je me pose aussi la question de la réalité. Ça peut paraître bizarre. Tout à l'heure, avant de venir, là, j'étais avec mon portable, je regardais la Lune en haut. Je dis, putain, attends, je suis en train de téléphoner sur... Il y a la Lune, là, c'est une planète. Donc, je suis sur Terre, et d'un coup, je vois la Terre en tant que planète, et non plus la rue, simplement. J'ai élargi mon champ de vision, tu vois. Ça me fait le vertige à chaque fois. Je me dis, qu'est-ce qu'on fout là? Il n'y a pas de réponse. Il y aura toujours une réponse religieuse, ok, on ne croit pas en Dieu. Sinon, il n'y a aucune réponse. Sinon, comme disaient les Américains dans les années 60 en Californie, do it, fais-le, fais ce que tu as à faire, fais-le. Crée ta propre pensée, ton propre modèle, sois toi-même, fais-le. Le do it, c'était ça. Mais bon, aujourd'hui, c'était mieux, je suis à la fois séparé, assez contradictoire. Pour le chaos, ouais, moi, le chaos, c'est superbe. Je suis entièrement d'accord. Hein? Entièrement d'accord avec vous. Et pour la Karl avait fait le chaos avant l'émission. Et pour la tradition aussi, mais ça peut paraître... La tradition, c'est pas ce qui était avant et qu'on va préserver dans un musée, tu vois. Ouais, c'est l'archaïque, C'est ce qu'on vivifie. Les provinces de France, aujourd'hui, les folklores, les légendes locales, elles sont où? T'as des mers, il ne se passe rien, c'est tout cloné. C'est même plus des provinces, hein, c'est des régions. On a agglutiné des provinces pour faire des grosses régions, comme il y a aussi des métropoles énormes. C'est fini la proximité, malgré les conneries de Macron, tout ce qu'il nous raconte. Il n'y a plus cette proximité du terrain. Et moi, j'aurais aimé que les provinces exhument leur vrai passé, l'historique des provinces, leur légendaire, leur coutume, leur façon d'être particulière. Même les dialectes locaux, bien avant la langue française, qui viennent du terrain, ils sont organiques. Tu les écoutes parler à l'oreille. Tu sens que c'est rugueux, ça vient du sol. Ça n'a pas été formaté. Ça n'empêche pas que le français est une belle langue, pour n'est pas là. Ouais. Une sorte de vitalisme nietzschéen qui part des moi, j'ai été élevé par une arrière-grand-mère qui parlait que le patois. Ouais. Elle ne parlait pas français. Et pourtant, il y avait un contact entre elle et moi. Je ne sais pas comment, j'étais petit, mais j'imagine. C'est au niveau du feeling, tu vois. C'est pas par les mots. Bon. Alix, est-ce que tu sens ce vitalisme nietzschéen? Merci pour ton intervention. Non, mais je suis une femme, je ne sais pas lire. Ah, N'importe quoi. Non, mais finalement, c'est un nous petit sommes peu une comme, émission anti-féministe sur un Lautréamont, truc de droite. j'imagine que vous Comme appréciez quoi Lautréamont. Hein? Lautréamont, j'imagine que vous Lautréamont? appréciez. Ouais. Ah bah oui, bien C'est sûr. un peu, il disait à peu près la même chose. Il disait que finalement, considérer qu'on a justement une grande famille universelle d'hommes, c'était totalement une logique médiocre, parce qu'on était justement tous ici par notre... Enfin, on se distinguait par nos particularismes, etc. Complètement. Finalement, c'est une société qui conduit un individualisme. Alors, je sais qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui sont contre qui peut conduire aussi l'individualisme. au chaos, finalement. Oui, mais tu sais, il y a beaucoup de mouvements aujourd'hui, que ce soit à droite ou à gauche, peu importe. L'individualisme, surtout pas, parce que c'est contre la communauté nationale, c'était mieux. Pourquoi pas? L'individualisme, c'est ne pas gommer les différences de chacun. Je ne sais pas, si je prends un vieux paysan de la Haute-Loire, c'est ma région d'Auvergne, il parlait fort dans les bars, les mecs, ils s'interpellaient, parce que dans les champs, on parle très fort, tu vois. Place-le dans un café à Paris, le mec, il est interné. Il est excentrique, quoi, alors qu'il est normal.
Parce que c'est pas le même rapport au monde, quoi. C'est différent. Ici, on est policé, on rase un peu les murs, on Finalement, s'excuse. Paris, c'est aussi l'esprit bourgeois, donc c'est aussi pour ça qu'on a cette. Moi, je cette supporte plus différence. Paris. C'est un étouffoir à tous les niveaux. Pollution, densité de la population. C'est insupportable. Prendre le métro, moi, je suis à cran à chaque fois. Mais vraiment à cran, c'est pas possible. J'ai la haine quand je marche dans Paris. Je vois autour de moi que des ennemis. Je les connais pas. Des gens sympas, peut-être. J'ai jamais parlé avec eux. Mais je les sens comme des ennemis. C'est dingue, quoi, tu vois. Certains, te bousculent. Il y a des embrouilles, ça arrive. Je fais un peu attention à ça maintenant parce que j'ai plus 40 ans, mais pas longtemps encore. Quelques années en arrière. Je parle de la ligne 13, par exemple, des trucs comme ça. Mais c'est invivable. Moi, là où j'ai un bureau où je bosse à Saint-Ouen. Donc, c'est le 9-3, là, tu vois. Tu vas rentrer dans une boulangerie, je demande une quiche Lorraine. Je précise, avec des lardons, s'il vous plaît, parce que c'est la quiche Lorraine. Ah, monsieur, c'est de la dinde. Je dis, mais appelez-la autrement que quiche Lorraine. C'est une appellation locale, la quiche Lorraine. Je dis, carrément, je dis, la boulangère, changez le nom. Ne me vendez pas une quiche Lorraine avec de la dinde, ça n'existe pas, ça, tu vois. Chez le coiffeur, je rentre à Saint-Ouen. La nana, c'est des maghrébins. Il y a marqué coiffeur, il n'y a pas marqué coiffeur islamique. Hein. Je rentre pour me faire couper les cheveux. Et la nana qui lave les cheveux, elle lave les cheveux qu'aux femmes. Ah oui. Bon Moi, le coiffeur, il me fait ça au pchit à l'ancienne, tu vois. Ouais. Sa femme n'a pas envie de me toucher les cheveux, me laver les cheveux. Et j'ai rien dit ce coup-ci, je suis ressorti, mais tant de choses accumulées comme ça, qui semblent normales pour toute une population, moi non, ça marche pas, c'est pas possible. Mais dès que vous étiez, depuis votre jeunesse, vous parliez de partir dans les forêts, la quête de l'imaginaire, dans l'esprit safaricine de piste, les scouts, aller sur les chemins de terre, vous auriez envie d'y revenir, Bien retourner sûr. dans une forêt. Moi, j'ai fait Glands. des expériences avec des amis survivalistes en Suisse, Ouais. dans les montagnes, il n'y a pas si longtemps, il y a, je sais pas, c'était 7-8 ans, je sais plus, c'est-à-dire sur la bouffe à partir de rien, dormir à la dure dans un refuge de montagne, entraînement au tir, tir à l'arc aussi, etc., crapahuté. Mais tout ça mais c'est différent la Suisse que la France. Il y a une liberté, je trouve, que tu n'as pas en France. Ah oui, tout à fait. Moi, j'ai des potes en Suisse, ils ont un simple certificat de moralité, suffit pour acheter une arme. Un 9 mm, ce que tu veux. Il en a qu'à 47, il a une vingtaine d'armes chez lui. Aucun problème, tout est légal. Est-ce qu'il y a des problèmes en Suisse comme aux États-Unis de mecs qui tirent sur la foule? T'en connais? Non, j'en connais pas. Ouais, mais les Suisses ont un esprit assez sérieux. Je suis C'est pas vrai. sûr que si on donnait des armes à tout le monde en France, il y aurait pas déjà. Non, mais c'est vrai qu'en Suisse, quand tu as un feu rouge, par exemple, moi je passe au feu rouge, Oui. toujours à Paris. Là, tout le monde te regarde comme ça. Ah non. Ouais, il y a l'esprit suisse derrière. Qu'en penses-tu, Jeanne? Est-ce que tu as envie de partir dans une forêt En Suisse. en Suisse? En Suisse, évidemment. Même en France, il faut pouvoir. Seul, c'est difficile. Non, mais c'est vrai que c'est tentant, c'est cette liberté sans contrainte. On n'est pas dans cette ville tout le temps bondée avec plein de personnes et sans réelle unité. Mais bon. Vous citez Rimbaud, oh lâche, la voilà, dégorgée dans les gares, le soleil essuya de ses poumons ardents les boulevards qu'un soir comblèrent les barbares. Vous êtes toujours d'accord? Bah oui. Il parle même de palais avec des niches de planches dans le poème. Ouais. Et ça rappelle quoi? Les protections des niches de planches pour protéger les palais pendant ces émeutes-là. Bah, les commerçants de Champs-Élysées qui mettent des planches devant leur vitrine, ils parlent de niches de planches à l'intérieur. De palais avec leurs niches de planches, tu vois, pour les protéger contre les émeutiers dans la rue. Non, mais Rimbaud, attends, il m'a dévoré la tête. J'étais ado, même pré-ado. Rimbaud, encore la trilogie, Rimbaud, Verlaine, Baudelaire, on va dire, quand j'étais jeune, très jeune. Après, il y en a eu d'autres, après. Ouais. Le Trémont, bien sûr. Bien sûr, aussi. les Champs de Mal Attends, l'accident de bagnole que j'ai eu où ma mère et ma soeur sont mortes, Oui, et vous racontez ça. le Trémont, les champs de Mal-d'Aurore étaient sur la plage arrière de la voiture. Je l'ai récupéré par la suite. Il y avait des tas d'éclats de pare-brise à l'intérieur. Je l'ai gardé comme une relique, je l'ai perdu depuis. Et il était dans cette voiture. Et attends, on va pas me croire, mais on peut jurer pour être pris au sérieux. Ben, je vais dire sur la tête de mes enfants, parce que je dis est vrai. Dans la voiture, je raconte la mort de James Dean, détail par détail, comme je l'ai souvent fait, je connais entièrement. Et c'est l'accident qui interrompt mon récit. C'est authentique. Plus les champs de Mal. Alors il y a des lignes, je cherche toujours les lignes de force secrètes aussi qui sont. Tu sais, quand j'écoute des corbeaux, j'ai un casque chez moi, casque IFI. Je suis sur un ordi, un passage de corbeaux dans le ciel, j'entends vraiment des croissements. Attends, j'enlève le casque, je les écoute, je pense plus corbeaux. Je me concentre sur les cris.
en enlevant la connotation corbeau, animal, tout ça, qui te sépare du vivant, de ce qu'est. Et j'essaie de m'immerger dans le croissement, non pas comme un message, il me parle pas avec des mots français, des mots humains, mais pour être connecté sensoriellement à cet animal, tu vois, qui est un animal emblématique de la mythologie aussi. Si j'entends des corbeaux près de chez moi, ben, je tends l'oreille. Alors, ils me disent pas un message concret, mais j'arrive à des moments de connexion même vertigineuse. C'est l'idée de sur la route, on se laisse complètement emplir par ce qui vient finalement. Les choses arrivent comme elles viennent. On n'est plus, y a plus d'avenir, plus de passé. Il y a uniquement les sensations qui sont là, qui arrivent et qui nous prennent. Le passé, c'est une belle connerie, parce que quand on dit passé, on parle derrière, d'accord ? Toujours on dit derrière, hein. Le passé, c'est derrière. Si on mettait le passé à côté, de façon latérale, si on changeait la vision qu'on a du passé, on l'appellerait l'autre temps, et pas le passé. Ouais. On n'aurait plus cette notion à chaque fois du passé, parce que bon, la physique quantique m'intéresse aussi. La réalité, qu'est-ce que la matière, qu'est-ce que l'univers, qu'est-ce que je suis moi, corporellement, pourquoi je suis là. Toutes ces questions-là m'intéressent vraiment. C'est-à-dire, ça permet de désamorcer la peur de la mort, déjà, la mort elle-même. Il y a d'ailleurs un très beau passage sur la tentation de la mort dans votre... Je sais pas si on peut lire deux lignes, c'est très court. Dans Guerrier du rêve, sur la tentation de la mort et du suicide, où vous dites « Je rentre me coucher défoncé par l'alcool, maudissant Dieu de m'avoir mis sur terre en me privant de légende, de m'avoir fait naître à Issoire. C'était pourtant une belle nuit pour nourrir. Il n'y aura jamais de nuit aussi belle pour mourir. Mais moi, le con, je remonte dans mon lit, m'enfonce la tête sous l'oreiller freudien, bien au chaud, et une horde de chevaux noirs galope sur ma poitrine. Avec les remords, me piétine jusqu'au sommeil. » Ouais, ça c'était adolescent. Ça, ouais. Mais est-ce que toute votre vie, vous avez eu la même tentation du suicide ? C'est l'hantise de la mort, bien sûr. Ouais. Mais avant, c'était la peur, en même temps le risque de l'approcher. Et puis maintenant, c'est une question d'âge peut-être aussi, hein, je ne sais pas, aussi de réflexion, mais réflexion, pas au niveau intellectuel, au niveau organique, sensoriel, pour que les mots deviennent sensoriels, organiques, vivants, comme un cri. Et non plus des mots, un cri à la place, je veux dire. C'est-à-dire, la mort, j'ai pas peur de la mort. J'ai peur, comme tout le monde, des gens que tu vas laisser, avec du chagrin, on est humain, trop humain, excuse-moi, bon, ça ne peut pas effacer ça. Je ne peux pas me détacher des affects de mes proches, tu vois. Il y a encore ce côté-là, donc je ne suis pas un monstre, je ne dis pas monstre au sens immoral, amoral, on va dire. Je ne suis pas un monstre, mais la mort, je suis arrivé, par exemple, j'en ai pris conscience, en étant assis devant mon ordi, je me dis, si à l'instant, quelqu'un te gomme comme ça, avec une gomme magique, tu vois, et tu disparais, où est le problème ? Je ne vois pas du tout. Où est la peur, c'est le mental, ou la souffrance c'est encore autre chose. Même la souffrance m'intéresse. Ça peut être ça, par exemple, la souffrance, là où des gens vont prendre des doliprane, codéine, évidemment si c'est des douleurs aiguës, bien sûr, mais sinon je joue avec. J'essaie, de m'immerger. Il m'a suffi de voir la série Viking pour me dire, tout simplement, non mais c'est tout con. Il y a des séries qui te boostent, réellement qui te boostent, en te disant, attends, tu vas pleurnicher pour ça, mais t'arrêtes tes conneries, c'est rien ce que t'as, tu vois. Et faire en sorte de supporter. Est-ce qu'il y a un rapport SM avec la vie un peu ? Avec la vie ? Ouais, une sorte de SM, mais pris dans une position globalisante. Oui, parce que la vie, elle déborde. Ouais. On ne peut pas la canaliser, la vie. Alors on la canalise, je sais, mais la vie, c'est Dionysos, je sais pas. Dont parle Nietzsche. Elle déborde. Nietzsche dit cette coulée de lumière que la vie, en parlant de la vie, il dit cette coulée de lumière que les anciens appelaient Dionysos, une coulée de lumière d'énergie folle. Évidemment, il faut la driver, on est bien d'accord, faire des conneries dans les années rock, en bagnole. Moi, je me rappelle, on m'écroulait à fond, moi j'ouvrais la portière, je me tenais, je me penchais, bourré, jusqu'à voir le dessous, toujours en m'accrochant. Voir les roues tourner, tu vois, et le bitume au sol, sous la bagnole. Ah oui. Il suffirait qu'il y ait un dodane ou un... Ouais. Et boum, ta tête, elle éclate comme une coquille d'œuf, tu vois. Et tu remontes content, tu as fait ton rodéo, bon, t'es bourré, évidemment, tu ne te fais pas sinon. Mais tu ne te rends même pas compte que tu pourrais... Mais de là à chercher volontairement la mort, à foncer droit dessus, non. Parce que la preuve, je suis encore là, sauf si elle me frappe. Le cœur s'arrête, bon, j'en sais rien, tout est possible. Mais j'aimerais, non, c'est pas ça que je veux, moi. Je tiens pas à crever entubé dans un hôpital. Tu vas dire à n'importe qui est dans un hosto entubé, il lui reste encore quelques instants de vie, s'il est conscient encore, tu meurs, tu vas mourir. Hein. Est-ce que tu voudrais mourir comme ça ? Moi, si c'était moi, je dirais non, c'est pas comme ça que j'aurais voulu mourir. Tout bête. Est-ce que le pire exemple, ce serait Erzunger, qui a toute sa vie s'en foutait de la mort pour finir à 102 ans Tu parles de qui ? Erzunger. Erzunger, d'accord. Ouais. Est-ce que ce serait le pire exemple ? Non, il y est pour rien. Hein. Ouais. C'est pas un suicidaire d'abord.
Mais il a cherché le risque, il est passé entre... Il a une protection peut-être sur lui, je n'en sais rien, je connais son intériorité. C'est un grand auteur d'une part. Mais tu prends il y a des qui a pris d'ailleurs du LSD à la fin de sa vie et qui allait dans des trucs un peu psychédéliques aussi. Huxley est mort comme ça, Huxley. Il est mort en se faisant injecter une dose qui était au frigo par sa femme, alors qu'il était prêt à passer de l'autre côté. Et elle lui a lu les extraits du livre des morts tibétains, je me rappelle. La mort d'Huxley, tu peux regarder, tu verras, c'est assez étonnant. Il a voulu partir comme ça. J'en sais rien, moi, si en partant comme ça... Qu'est-ce que la mort? C'est tout le problème, il est là. Moi, je crois à la simultanéité de tout. Il n'y a pas la vie, la mort, ça c'est la vision humaine. Si toi tu disparais, l'univers aussi disparaît pour toi. En gros, l'univers existe que parce que tu existes. Ben ouais, il n'y a aucune raison qu'il existe. Demande à un animal comment il le voit, ils ne sont pas comme toi. Et certains n'ont même pas conscience, les animaux, de ce qui les entoure. Ils ont une conscience de rampant au niveau du sol, dans le détail, là, tu vois, mais pas la conscience qu'on a, nous, plus ample. J'ai même l'impression que l'univers, quelque part, c'est comme un clonage de système, comme une illusion d'optique, créée par la conscience et l'essence. Maintenant, on peut aussi aller... Moi, je cherche les états particuliers de l'esprit aussi. C'est déjà dans les années 60, qu'on appelle l'élargissement du champ de conscience, c'est-à-dire percevoir... par-delà l'apparence, derrière l'apparence des choses. Et c'est pour ça que vous êtes allé dans plein de marges et vous êtes finalement passé par le mouvement hippie pour finir dans des trucs Cromsley, le Lucifer, et après vous disiez finalement la dernière marche, ça serait peut-être le grand froid, le pôle Nord. Le mec de glace, Mais j'ai fait le pèlerinage de Chartres 2 fois de suite. Avec des cathos tradis. Oui. Et à l'époque, j'ai été opéré du pied parce que j'ai refusé de me faire soigner pour les ampoules, tu sais. Quand il y a des haltes... Il y a l'infirmerie, en fait, les ampoules, on te crève. Non, je les ai gardées jusqu'au bout. Et tant que tu tapais du pied avec les ampoules au pied en chantant, c'est le chant. Le chant, il transcende la douleur, surtout qu'on est en groupe. Et tu as l'impression, dans les chapitres, j'étais dans un chapitre de Saint-Cyrian, toi, c'est pour ça, c'est marrant, tu as l'impression que tu peux changer le monde. Tu ne vas pas le changer, mais tu as l'énergie pour. Je parle du groupe. Et au retour, alors œdème, angle décollé, opération. Et l'opération, j'ai été l'affaire en chantant le chant qu'on chantait à Chartres. Chartres sonne, Chartres t'appelle, etc. Pour me booster par rapport au Tobib. Dans la vibration Chartres, toujours. Après, non, je ne veux pas refaire, je ne suis pas militant de la cause tradie. Ce qui m'emmerde chez les tradis, j'ai rien contre eux. Beaucoup plus contre l'Église conciliaire, évidemment. Mais c'est simplement le christianisme, il a marqué mon enfance, il m'a vraiment touché profondément. Ah ouais. Ma mère était guérie à Lourdes, on m'a toujours dit ça quand j'étais jeune. Il y a quand même un truc. Et je chantais des chants d'église pour ma première communion. Oui, parce que vous êtes né assez malade. Vous êtes né avec une santé assez fragile, assez malade au départ. J'étais malade ? Non, quand vous êtes né, non ? J'ai une méningite à 2 mois. Ouais, je suis bien. Je me rappelle plus. C'est l'année où les antibiotiques... On s'en rappelle. On est là pour le rappeler ce soir. Oui. On me l'a dit après ça. Oui, méningite à 2 mois, parce que ça peut donner. Malade, oui, on m'avait prescrit. Bon, c'est une époque un peu particulière. Mais ce christianisme-là, le catholicisme médiéval, je le renierai jamais. Parce qu'il est à la fois empreint de paganisme, qui fait l'émerveillement de ce catholicisme. Il est brodé d'imaginaire, avec les légendes brocéliandes, la quête du Graal, la quête arthurienne, tout ça, c'est le côté chrétien et païen en même temps. Et après, on tombe dans une espèce de... Oui, quand le Christ dit « Allez, baptisez toutes les nations », c'est du mondialisme. Moi, je ne veux pas d'une religion qui baptise toutes les nations. Au nom de quoi ? Ce que fait l'islam aussi, excuse-moi, aujourd'hui. Les cathos, un peu moins maintenant. Donc, la mondialisation, moi, j'aime pas au niveau économique, au niveau social, au niveau religieux. Je suis pour les particularismes locaux. C'est Michel Maffezoli qui me disait « Je suis catholique, mais non chrétien ». Qui ça ? Michel Maffezoli qui disait ça. Vous seriez d'accord, je suis catholique, mais non chrétien ? Ouais, je préfère ça, à la limite, ouais. Puisque moi, j'ai été catholique. Quand j'étais gosse, on ne disait pas chrétien. Oui, c'est ça. On disait catholique. Bien sûr. Parce que le catholicisme, c'était aussi le paganisme, et c'était les traditions, et c'était... Mais si j'ai été scout dans mon adolescence, préadolescence, enfin, adolescence quand même, oui, bien sûr, c'est pas parce que je voulais être scout par rapport à l'église. J'avais lu les romancines de piste, et c'était quelque part... Le Grand Molne, encore, les histoires, tu vois, les se perdre en forêt, les aventures fantastiques. Je pensais vivre ça, moi, dans la patrouille où j'étais, qui s'appelait la patrouille des renards, je me rappelle. Et bon, aussi, il y a eu le côté la forêt, bon, faire la bouffe sur le feu, etc. Bon, toutes les... Il y a un petit côté Van der Vogel. Oui, complètement. Oui. Et le totémisme aussi.
Parce qu'on avait chacun des cris correspondant à l'animal totémique de... Et c'est pas très chrétien, le totémisme scout, hein, ça remonte au paganisme, ça. Mais je pensais vivre chez les scouts ce que je disais dans le signe de piste. C'est plus prosaïque que ça, quand même. Puis servir les messes le dimanche, ouais. Faut aller servir la messe, ça je l'ai fait. Jeanne, tu as été chef scout, non ? Je suis chef scout. Et alors, qu'en penses-tu ? Est-ce que tu te sens comme le prince Eric ou... Non, mais en fait, le vrai problème, c'est que quand on va au scout, on se dit qu'on va vivre vraiment des aventures extraordinaires, qu'on va avoir tout un imaginaire, tout ça. Et finalement, c'est plus... aujourd'hui, à l'époque, ça l'était. Aujourd'hui, on a toujours cette peur, mais ça va avec la peur de mourir, en fait, dans la société. Cette peur toujours du danger qui conduit à l'immobilisme et à la paralysie. C'est aseptisé aujourd'hui. Voilà, exactement. Oui. Ça. Et finalement, on ressent plus rien, on ne se laisse plus ressentir, en fait. Ils ont quoi, les scouts, aujourd'hui ? Un couteau suisse. Ouais. On avait un poignard. Voilà. Et encore. Ah oui. Moi, je m'occupe des petites filles de 6 ans et elles Je n'ont sais pas le droit plus, d'utiliser Pierre Desproges qui couteau disait suisse. les scouts savent faire des milliards de nœuds mais savent pas quoi faire du leur. C'est pas correct, oui. Est-ce qu'Alix Gratiot, tu es d'accord avec cette histoire de nœuds ? J'ai jamais été vraiment attirée par les hommes qui avaient fait les scouts. Ils sont pas assez rebelles pour moi, je pense. Pourtant, j'ai été chef Jeannette. Ah ouais ? Mais toi, tu n'es pas hétérosexuel. Complètement. Si. Cette émission sera censurée. Mais en plus, c'est faux, tu le sais très bien. Non, moi, vous savez, mon cher Simon, j'étais au centre aéré, donc... Comme les vrais prolos. Voilà. Voilà, comme moi. Et c'était vraiment aéré ? Non. Alors, il y a un truc qui est génial, c'est l'arrivée à Saint-Germain-des-Prés. Vous racontez dans votre bouquin... 65, ouais. En 65, vous voulez vivre comme Rimbaud, comme Baudelaire, et donc vous trouvez une petite chambre paumée sous les toits à Saint-Germain-des-Prés. Et là, c'est marrant parce que je pense qu'on est tous étudiants à Saint-Germain-des-Prés. À Saint-Germain-des-Prés, Ouais, autour de en effet. cette table. Ça nous a vraiment rappelé notre vie, cette vie de bohème, un peu de clochard céleste. Ce que nous sommes. Et je pense qu'il reste, bien sûr, derrière le Saint-Germain-des-Prés du luxe, Des fringues, des boutiques et des tout. fringues et tout. Il reste un Saint-Germain-des-Prés caché, C'est un vrai. peu de prolo, de junkie, de cloche. Racontez-nous un peu ce... Moi, les cafés, en arrivant à Paris, on s'est retrouvés là-dessus, entre autres, sur le Navy. Old Navy, j'arrive à Paris, derrière les flippers du Old Navy à l'époque, hein, il y avait... Pourquoi ? Ils ne s'étaient pas collés au mur, il y avait une banquette derrière, et c'est là où j'ai fumé mes premiers joints, derrière les flippers du Old Navy. Il y avait le Saint-Claude qui a disparu, la Pergola, un bar à café de nuit que tu vois dans Les Tricheurs, avec Laurent Terzieff, le film. Il y avait le Bouquet Saint-Germain qui a disparu, la Romerie, quand on avait un peu plus de fric, et la Romerie, qui est toujours là, qui appartient au Saint-Germain mythique. Et la Palette, rue de Seine. Ça n'existe plus, ça. La Palette, si. Ah oui ? Mais finalement, quand on est un vrai germano-pratin, le new chic, c'est beaucoup plus les caves, les pubs que écoute, le café de Flore, etc. Mais tu as raison, le Chez- café de Flore, Nous, bon, le chai, les caves Saint-Germain, on connaît très bien. je sais pas. Au café de Flore, tu crois ? Moi, je suis allé au Café de Flore il y a 4 jours, je sais plus, avec un des invités. Et il y Peut-être, avait des ouais. folles, des clodos, des gens un peu défoncés. Les gens se parlaient de table en table. Nous, on allait au caveau Saint-Séverin. Derrière, t'as l'église, t'as une cour. Il y a la soupe populaire dans la cour, entre autres. Et t'avais au fond un caveau où il y avait du jazz, des mecs qui jouaient de la guitare, qui chantaient, bandaient, dansaient. C'est une cave, quoi. Le caveau Saint-Séverin, il s'appelait. Les boîtes, et puis les cafés où on dort pas de la nuit. Parce qu'il faut bien dormir. Chez Popov, rue de la Huchette, c'est l'époque Betnik, ça, par contre. Mais le Saint-Germain dont tu parles, de la littérature, c'était mieux. Moi, je suis arrivé pour les poètes. J'ai cherché des lieux emblématiques de leur présence. Et après, on m'a emmené rue de la Huchette, sans que je le veuille ni que le sache. Café Bitnik, je ne connaissais pas, 165, tu vois. Et je me suis intégré dans cette mouvance qui faisait la route, comme sac à dos, disant Kerouac, écrivant des poèmes sur les routes. Ah oui, oui. Mais je vous rassure, je crois que c'est notre cas à tous. C'est vrai ? Oui. Tu vas te calmer, Jeanne Polachy, déjà. Non, mais il y a il y a dans même au Navy, il y a un côté, moi on est beaucoup allé au Navy, à 9h du mat, il y a tout un peu les vieux junkies défoncés, à la fois peut avoir des Aristophans de race qui discutent avec des clodos, et toute cette faune se retrouve là le matin. à C'est des encore faire le- Saint-Germain, ouais. Vous connaissez chez Jean-Pierre ? Non. Tu connais chez Jean-Pierre, Alix ? C'est où chez Jean-Pierre ? Non, C'est rue des 80 et c'est une Ouais, sorte ouais. de bar clandestin. Bah tu connais. Rue des 4 vents, bien sûr. Ouais. C'est très glauque, il y a un mélange de vieilles Ah ouais. stars déchues, de vieux clodos, de... Tout ce qu'on aime. Voilà, tout ce qu'on aime. Voilà, on adore.
de bagarres. C'est un dernier endroit où il y a vraiment des bagarres et les gens sont refusés sans aucun sens. Un vieux patron mythomane alcoolo. Mais à l'époque, il n'y avait pas trop de frontières entre le quartier latin et Saint-Germain-des-Prés. Ouais. D'abord, j'aime pas dire Saint-Germain. Moi, j'aime bien Saint-Germain-des-Prés, même si ça fait ringard. C'est porteur d'une légende. Saint-Germain, Oui. ça fait un peu, ça s'appelle le chanteur. J'habite à Saint-Germain, je dis quoi après, bon, je ne me rappelle plus de son nom. Ouais, Quel est le chanteur Danny Briand, c'est ça? Ah oui, d'accord. Oui. Viens à Saint-Germain. etc. Ah oui, Non, oui. Saint-Germain-des-Prés, Très on dit. kitsch. Saint-Germain-des-Prés. L'existentialisme, le Bonaparte. Ah, ben, Côté Le des Gaules, Bonaparte, évidemment. bien sûr. Ouais. Mais d'ailleurs, vous aviez une stratégie quand vous arriviez à Saint-Germain, c'était de vous mettre complètement bourré dans les bars et d'avoir un livre de breton et de lire les trucs de breton. Et là, vous voyez, peut-être un clodo qui va me reconnaître. Et dire, Mais ça s'est passé des comme notes, ça. quoi. Dans la rue, je délirais tout seul, parce que j'avais bu en récitant des poèmes, même des phrases, je le cite, de Sartre, auxquelles je comprenais que dalle, du style « l'existence précède l'essence ». Je dis, allez, un mec m'aurait dit « explique-moi ça, j'aurais bien été emmerdé, toi ». Et là, je suis tombé sur deux mecs qui m'ont amené rue de la Huchette. Et c'est là où on appelait les cubes de hache à l'époque, c'est des cubes. Ouais. Il y avait le verlan déjà, ça s'appelait les becus. Les becus, c'est ça, ouais. Les cubes. Donc, t'achetais ça pour 5 nouveaux francs, le prix d'un demi, hein. Le prix d'un demi à peu près, quoi. Les quartiers, c'était nouveau. Et c'était chez Popov. Et l'Espérance, rue de Xavier Privat aussi, rue de la Harpe, ouais. Et puis... mais c'est le Saint-Germain aussi où je faisais des craies sur le trottoir, tu vois, pour ramasser du fric. Il y avait tous les mecs qui partaient pour la Beat Génération qui se retrouvaient un peu là, quoi. Rue de la Huchette. Ouais, rue de la Huchette. Rue de la Huchette, c'est énorme. Tous les soirs, les mecs sac à dos, anglais, américains, néerlandais, quelques français, mecs qui jouaient de la guitare au bord de la route, les mecs qui revenaient de Malaisie, du pôle Nord, de tas de directions. Moi, j'arrivais, je découvrais cette génération que je ne connaissais pas. Kerouac était sorti chez Gallimard, c'est la première édition. C'est le premier bouquin de Kerouac qui était sorti. Et l'anthologie de Beat Generation chez De Noël, en 65, il n'y avait rien d'autre. Très vite après, il y a eu des Souterrains de Kerouac, Souterraine qui est sorti après. Et pour moi, c'était mieux des blousons noirs, c'était une révolte sociale. Mais moi, je m'intéressais déjà à la littérature à l'époque des blousons noirs. Pas mes potes. Ils lisaient des polars, j'en ai eu pas mal de séries noires aussi. Mais là, je retrouvais une génération rebelle, hantée par qui marchait avec Rimbaud dans la poche. Autostop avec Rimbaud d'un côté, Artaud de l'autre. Moi, j'avais l'Olympique des Limbes, j'ai trop la tête. Le Pesner, d'Artaud dans la poche, puis sac à dos, puis voyage en Inde, bon, Afghanistan, l'Iran, tout ça. Bon, ça c'est des 70, et 70. Ouais. Et après, vous êtes parti avec les hippies. J'aime pas trop la formule, mais si tu veux. Ouais, vous êtes parti sur la route, quoi. J'étais toujours un peu. Dans oui, une mais coccinelle, c'est plutôt beatnik, tu vois, même si c'était l'époque hippie, c'est vrai. Et moi, ça me gonflait, les communautés, ça m'a toujours gonflé. Ouais. Tu vois, dans une communauté hippie, j'ai des stages très courts. Les mecs faisaient leur baratin bouddhiste, hindouiste, etc. Et si tu n'étais pas d'accord, c'était t'ouvrais ta gueule, tu vois. La phrase à l'époque, ouais, too much ego, ça veut dire t'as trop d'ego. Ça, faut fermer ma gueule, j'ai trop d'ego. Ils n'avaient pas d'ego, bouddhisme, déconnecté. Non, ça m'a jamais intéressé, c'était vraiment le Larzac, c'était un peu les fermes avec les élevages, tu vois, non, c'était pas... Les hippies sont des mecs très conventionnels et très moralistes, en fait, très... Non, les beatniks, c'est autre chose. Les beatniks, c'est un peu l'outsider, le lonesome cowboy, quelque part, tu vois, même si c'est des groupes, on avait des adresses dans le monde entier. Tu savais, t'allais à Nice, chez Maggie, dans le Vieux-Nice, tous les beatniks qui faisaient la route se retrouvaient là. T'allais à Kandahar, c'était Kandahar en Afghanistan, donc, à Herat, tu avais l'Hôtel Nord à Kaboul, tu avais le Crown Hotel à Delhi, tu avais le Gilan Hotel à Istanbul. Tu savais que dans ces endroits-là, tu allais retrouver tous ces mecs qui font la route. Donc tu avais une communauté nomade quelque part. Tu n'étais pas tout seul, paumé dans... Je suis retourné au Népal dans les années 80. Il reste des vieux qui sont passés à l'ouest, là-bas, qui traînent assez âgés, tu vois. Tu n'y crois pas, quoi. Des dinosaures de l'époque qui restent encore très peu. Ah oui. Mais surtout le trekking, là-bas, maintenant, ces mecs qui font du sport, tu vois, c'est plus la même chose. Mais toujours camé ou ils ont survécu Je sais pas ce qu'ils prennent, je n'ai pas fréquenté spécialement, je n'étais pas là pour ça, tu vois. Je voulais même rentrer en France. Ouais. J'avais la nostalgie des pâturages verts, du climat européen, tu vois. Ça me gonflait, moi, l'aridité, la chaleur, etc. Il reste plus qu'une minute. Alix, tu avais l'air de te sentir très beatnik ce soir. T'as tenu le prou. Alors en fait, il faut pas confondre mon apparence et aussi ce que j'ai pu étudier auparavant. J'ai fait des dossiers sur la Beat Generation. J'étais passionnée par ça quand j'avais
15, 16, 17 ans au lycée. Et oui, donc j'avais envie de rebondir à plusieurs moments sur ce que vous avez dit, parce que j'ai suivi moi aussi le chemin de Jack Kerouac, d'Allen Ginsberg, Nick Cassidy, etc. Et il me semble du coup qu'à Paris, alors je ne sais pas si c'est à Saint-Germain exactement, mais il y a le Beat Hotel. Oui, bien sûr. Et je voulais savoir si vous l'aviez présenté B-E-A-T, non, espèce parce d'ignare. que je sais où il est, bien sûr. Voilà, tu prends la rue Saint-André-des-Arts, c'est la petite rue qui est à droite, comment ça s'appelle, tu as la rue Saint-André-des-Arts, tu descends, oui. c'est la petite rue qui est à droite, là, le Beat Hotel. Mais à l'époque, pour nous, on n'en parlait pas. Là-bas, c'était l'époque, il y avait Burroughs, il y avait Ginsberg, il y avait tous ces mecs-là, mais on les fréquentait pas. Nous, c'était rue de la Huchette, on savait même pas que ça existait. Nous, c'était les mecs sac à dos qui faisaient la route. C'était des poètes. Vous saviez pas qu'ils étaient c'est les années 50. Les Beatniks américains, t'es d'accord? Ça commence en 1944, leur première traversée des États-Unis. Exactement, avec Nick Cassidy. Voilà, New York, ça commence à... Et moi, je débarque en 65. Je sais tout, vous dites. J'ai eu 19 sur 20 au bac. Par contre, j'ai eu Géniatable. Claude Pellieux, que j'ai connu après, bien plus tard, qui était un ami, qui est mort maintenant, qui avait traduit tous les poètes américains à l'époque, Pellieux. Non, le Beat Hotel, je l'ai connu après, quand on en a parlé. À l'époque, on ne voyait pas ces mecs-là, ils vivaient entre eux, je sais pas. Nous, on était rue de la Huchette, sac à dos, dormir la nuit, on ne savait pas où. On avait trouvé des pioles dans Paris, pas possible, des endroits pas possibles pour dormir. Et on se repassait les planques. J'ai toujours trouvé déplorable que Allen Ginsberg devienne cette espèce de hippie bouddhiste. C'est un opportuniste, Ginsberg. Voilà, et c'était vraiment la personnalité la moins attachante, je pense, du groupe. Kerouac, c'est impur. Kerouac, oui, exactement, voilà. Il a fini par revenir, par tout s'envoyer balader. C'était vraiment le loup solitaire qui supportait pas qu'on lui mais tu sais qu'à l'époque, hippie, qui supportait pas le groupe. Oui. Excuse-moi, quand Ken Kesey déconne avec le drapeau américain, Ken Kesey, Kerouac se lève, c'est la génération un peu d'avant, le replie religieusement, il le posait dans un coin, on touche pas au drapeau. Ça, c'est Kerouac. Kerouac était un fervent conservateur. Alors, le mot de la fin, Jean-Paul Boros, 5 secondes. Choisissez ce que vous voulez dire pour la fin. Pour la fin, qu'est-ce que je te dise, vous êtes jeunes tous, là, c'est bien, superbe. Moi, je trouve, vous avez plein de choses à faire, sans vous faire avoir par le système, c'est ça. Je crois que le système, il se combat, c'est tout simple. Hein. Un système, c'est horrible. C'est comme une prison, un système. T'as demandé un système, toi, quand tu es né? Non. Moi, je vais être libre, comme disaient les Indiens, pieds nus ou avec des bottes, peu importe, sur la terre sacrée. Voilà, ok, la terre, ouais. Parfait. À bientôt à tous. Salut et fraternité.